Nous, c'est Benoît et Virginie. Et pour nos 4 filles, on a décidé de ne pas être simplement des parents. On a décidé de les guider et de leur ouvrir l'éventail des possibles en parcourant le monde. Je profite de cette semaine pour vous souhaiter une bonne rentrée à tous. Et oui, dans beaucoup de pays, au jour d'aujourd'hui, c'est la rentrée où elle a déjà eu lieu, où elle va bientôt avoir lieu, la rentrée dans les écoles. Et nous, oui, on ne fait pas l'école, on fait l'école à la maison, ou plutôt l'école en voyage. Et donc, on s'est dit, on va profiter de cette vidéo aussi pour vous présenter un peu notre point de vue sur l'école à la maison. Et voilà, vous montrer un peu, pas spécialement comment on fonctionne, qu'est-ce qui est pour nous important ou pas dans l'école à la maison. Et en même temps, on va vous montrer ce qu'est finalement une journée parfois d'école chez nous. Parce que oui, la journée chez nous se passe parfois simplement comme aujourd'hui, dans la nature. Pas avec des apprentissages formels, mais aussi avec simplement les apprentissages liés à la vie en communauté dans la nature. Nous avons quitté Kumo pour revenir dans l'est de la Finlande. Donc on a quitté la ville, on est de nouveau en pleine nature. Parce que oui, la Finlande, elle n'a pas que les ours à nous offrir. Elle a aussi des paysages majestueux, splendides, superbes. Vous vous rappelez quand on était au Népal et qu'on faisait notre trek? À un moment, en plein milieu des montagnes, on s'était retrouvés dans une sapinière et on s'était dit « Oh, qu'est-ce qu'on est bien là, ça nous rappelle » en Suisse, en France, dans le Jura, dans les Vosges, voilà, et aussi dans les Ardennes belges. Voilà, l'Europe, on y était vraiment bien, il y avait toutes ces odeurs de sapin. Et bien là, on y est dans une sapinière et franchement, on retrouve cette même sensation. Les arbres sont très très hauts, mais alors quel plaisir d'être ici. C'est magnifique. Et de nouveau, la Finlande, elle a plein de choses à offrir, surtout pour les randonneurs. Des chemins tout tracés. Et bien voilà, il n'y a plus qu'à se promener. Il y a des endroits de feu, de nouveau, il y a des shelters. Alors, je ne sais pas s'il y a beaucoup de touristes ici en été. En tout cas, on n'a croisé personne. Et donc, on a l'impression que toutes les installations, elles sont là juste pour nous. Et ça, c'est vraiment un plaisir. Et malheureusement, le temps n'est plus tout à fait de la partie. Voilà, là, il s'est arrêté de pleuvoir. Mais en fait, voilà, il fait beaucoup plus froid. Mais c'est pas grave parce qu'on est tellement bien ici. Je garde quand même espoir de croiser la route d'un ours. En attendant, on raffole des berries qu'il y a partout ici. Ouais, elles sont super bonnes. Je comprends que les ours, ils aiment ça. On a décidé de faire l'école à la maison avec les filles en 2019. Alors à l'époque, en fait, Yoko, elle était encore toute petite et puis Sue, elle n'était même pas encore née. Donc ce sont surtout les 2 grandes qu'on a retirées de l'école. Alors pourquoi on a fait ça? Alors on n'avait rien contre le système scolaire, mais on avait envie de passer plus de temps avec elles, pouvoir voyager, être plus libre et surtout leur apprendre plein de choses, leur ouvrir leur champ des possibles. En étant plus avec elles, ça nous permettait surtout de leur montrer plein d'autres choses qu'on ne voit pas nécessairement en restant toujours assis sur sa chaise à l'école et qu'on ne trouve pas toujours dans les livres. Dans les livres, on a parfois le reflet de quelque chose, on a le point de vue de l'auteur, mais on n'arrive pas à se faire son propre point de vue. Et nous, on avait envie de voyager avec elles, qu'elles voient les choses par elles-mêmes, qu'elles découvrent le monde avec nous. Maintenant, après 5 ans d'école à la maison, où est-ce qu'on en est? Eh bien, Olivia, elle a 12 ans, Jill, elle a 10 ans. Je fais un peu le programme à la carte et donc on utilise surtout des manuels anglais, des manuels de l'équivalent du collège, de la 3e secondaire en Belgique, c'est à peu près cette équivalence-là. Et les 2 petites, où est-ce qu'on en est? Yoko, elle a 5 ans. Et elle est un peu niveau première primaire, je dirais. Donc elle fait le grade 1 américain, surtout elle. Et puis en français, elle est rentrée vraiment récemment dans la lecture. Pour les maths, elle est vraiment niveau première primaire. Pour Sue, elle est quand même, c'est tout début, donc elle a 3 ans et demi et elle commence seulement à avoir les premières lettres, les premiers sons en anglais. Alors oui, pour les plus petites, j'ai décidé de commencer directement par donner en anglais avant de donner le français, parce que moi j'ai toujours eu des difficultés à apprendre l'anglais quand j'étais plus jeune. Maintenant ça va, mais quand j'étais jeune, j'avais vraiment très difficile et je voulais pas qu'elle soit confrontée à ça. Je me suis dit, en leur lançant là-dedans très jeune, ce sera plus facile. Donc tous les cours leur sont donnés en anglais, mais maintenant le français, elles l'apprennent vu que nous, on parle quasi tout le temps français entre nous.
Donc au jour d'aujourd'hui, au fait, les petites, elles sont bilingues. En tout cas, bon, peut-être pas qu'elles le parlent, peut-être pas beaucoup, mais elles comprennent tout à fait tout en anglais. D'ailleurs, quand elles jouent, souvent on les entend jouer en anglais. Les deux grandes, elles comprennent, elles parlent en anglais, il n'y a aucun souci à ce niveau-là. Et d'ailleurs, quand je leur lis des manuels anglais de 3e secondaire, elles comprennent tout à fait la matière. Il faut savoir que les grandes, on leur fait passer les examens en Belgique en élèves libres pour voir à peu près leur niveau et pour être sûr qu'elles aient des diplômes si un jour elles veulent réintégrer un circuit scolaire. Et ben, je me rends compte qu'en fait, je dois juste leur réapprendre certains mots en français, mais de base, elles ont à peu près les mêmes acquis, même si elles les ont appris en anglais plutôt qu'en français. Alors ici, dans les réserves naturelles de Isopalonon, on retrouve un plan comme on trouve partout dans les réserves naturelles en Finlande pour se promener. Sur ces plans, il y a les shelters, les feux et même les endroits de pêche. C'est génial. On est là, on va aller là-bas. La route principale. Faut qu'on aille vers Matokangas. Matokangas. Ça sonne hyper exotique. Matokangas. Nous allons aller là-bas, parce que là-bas, normalement, il y a un shelter, il y a le lac pour pêcher et il y a le parking à côté. Parfait. Alors, si mon doigt est plein de peinture blanche, c'est parce que hier j'ai eu une petite lubie. J'ai profité que Benoît était en train d'uploader la dernière vidéo pour repeindre une partie de l'intérieur du camping-car. Voilà. Comme ça, il n'était pas là pour me dire « Oh non, on fait pas ça maintenant, Virginie !» Je l'ai pas hausse tout ma ligne. Ouais, je suis contente de mon travail, ça donne pas mal. Mais par contre, comme d'habitude, je peins mes doigts. Alors, je sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, c'est la cata. Je n'arrive pas à peindre proprement. Alors, j'ai mis des scotch pour pas déborder. Et au fait, au final, quand je retire les scotch, il y a tout qui s'arrache. Donc, ça finit toujours dans la crasse. Et puis, on doit récurer tout pour pouvoir remettre tout à propre. Mais c'est pas grave. Maintenant, ça repeint. Le jour où je suis capable de faire des aussi belles photos que celle-là, c'est que je pense que j'aurais réussi à faire ce que j'avais envie. Donc moi, ce que j'ai envie, c'est surtout faire ce type de photos paysages, ces photos animalières. Ça donne vraiment envie de se terrer dans les bois pendant plusieurs heures, plusieurs jours pour pouvoir obtenir le Saint Graal, la photo animalière parfaite. Et pourquoi pas un hibou, tiens, parce que ça donne quand même, c'est quand même super beau et majestueux. Hein. On vient de repérer au loin une petite source d'eau. Enfin, je sais pas, il y a un panneau qui, à mon avis, est un panneau pour une source d'eau potable. Ou je sais pas si c'est une source ou un robinet qui sort en plein milieu de la forêt. C'est marrant parce qu'on est au milieu de nulle part. Je vous montre le panneau. Et évidemment, avec Benoît, on est curieux. On veut aller voir ce que c'est. Il y a plus grand monde qui est passé ici depuis longtemps. Hein. T'as vu, Vi? Ouais. L'impression d'entrer dans un monde parallèle, le monde des fées. Vedon la toi et oé. Olé tukitu. Alors il y a quelqu'un qui dans notre dernière vidéo nous a dit en fait pourquoi vous n'utilisez pas Google Lens pour pouvoir faire les traductions. Eh bien oui, c'est ce qu'on utilise, mais en effet la fois passée on était au milieu de nulle part, il n'y avait pas de réseau. Je vais essayer ici, mais à mon avis il ne doit pas y avoir beaucoup de réseau non plus. C'est de l'eau potable, mais il ne faut pas la boire. La qualité de l'eau n'a pas été étudiée. Ça veut dire que tu peux la boire à tes risques et périls. Mais où est la source exactement? Parce que je vois de l'eau, mais je ne sais pas exactement où elle sort. Je ne vais moi pas boire ça. Oh, elle est gelée! Oh, elle est super froide! Ah ouais, elle est plus froide que les lacs. Hein. Waouh! Ah, celle-là, faut pas aller se baigner. Hein. Ah, c'est gelé. Je sais pas d'où elle sort exactement, mais oh, c'est de l'eau gelée. Mais par contre, ouais, elle est propre. Hein. T'as vu ça? Oui, c'est froid. Je pense qu'elle sort de terre simplement. Bon, et donc on remplit pas de bidon ici alors, Virginie? Non, de toute façon, on a encore de l'eau. On a fait le plein hier. Donc on est bon. Mais c'était par curiosité. Et donc, oui, donc le petit symbole de la tasse, c'est qu'il y a de l'eau, il y a une source. Maintenant, c'est pas pour autant qu'elle est potable.
Mais bon, ici je pense pas qu'elle doit être très polluée. Et puis de toute façon, nous on a notre paille, comment on appelle ça? C'est un stéripène, je pense que ça s'appelle. On a notre stéripène pour pouvoir boire l'eau quand elle n'est pas propre à la consommation. Donc voilà. Mais là on n'a pas besoin, on a tout ce qu'il faut avec nous. La source expliquerait peut-être le changement de végétation. Donc ça c'est bon à savoir. Il y avait des petits arbres pour les baies partout et puis tout d'un coup on se retrouve avec ces espèces de petits arbres verts qui sont très jolis, mais vraiment très localisés. Donc à mon avis c'est parce qu'il y a la source qui sont là et donc c'est un bon indicateur. Ça, si un jour vous êtes en pleine nature et vous dites mince j'ai besoin d'eau potable, et ben voilà, là où il y a ces petites plantes, je pense que c'est là où il y a de l'eau qui revient, qui ressurgit, qui jaillit de la terre. La socialisation, quand on fait à l'école à la maison, en tout cas dans notre famille, c'est pas vraiment un souci, parce que déjà elles sont 4. Donc ce n'est pas des enfants uniques, donc elles jouent beaucoup à 4. Et aussi, là c'est vraiment une grosse différence par rapport à des élèves qui sont à l'école, c'est qu'elles ont beaucoup plus l'habitude de fréquenter des enfants ou des adultes qui n'ont pas leur âge. Donc quand elles sont dans les plaines de jeux, quand on est en voyage dans l'un ou l'autre pays, elles vont pas hésiter à aller vers des gens qui sont parfois beaucoup plus âgés, parfois plus jeunes. Quand on est à l'école, finalement on est toute l'année avec les mêmes 20 élèves, voire 30 élèves dans certaines classes. Et finalement, c'est une socialisation qui se fait vraiment à son niveau d'âge. Que chez nous, c'est vraiment à tous les niveaux d'âge. D'ailleurs, les grandes jouent avec les toutes petites, on passe beaucoup de temps avec elles, et puis elles vont discuter à gauche, à droite, avec quel que soit l'âge. D'ailleurs, c'est assez flagrant. J'ai une petite anecdote. Une fois, Yoko, elle était à une piscine, et elle est venue, elle est près de moi, elle m'a dit, les grandes, elles ne veulent pas jouer avec moi, parce qu'il y avait des filles qui avaient, je sais pas, peut-être 12-13 ans à l'époque. Et au fait, quand Yoko est venue pour jouer avec elles, elles ont dit, bah non, t'es pas de notre âge. Et ça, Yoko n'avait pas compris parce qu'en effet, le fait de ne pas aller à l'école, elle ne comprenait pas le fait qu'on ne puisse pas jouer parfois avec des plus jeunes que soi. Voilà, parce que pour elle, c'est normal, c'est la normalité. Je ne pense pas vraiment qu'elles aient des soucis de socialisation. Maintenant, elles sont vraiment très, très ouvertes. Elles arrivent vraiment à discuter avec tout le monde. Et parfois, justement, elles ont des discussions qui ne sont pas toujours de leur âge non plus. Elles peuvent avoir des discussions de plus grandes ou de plus petites. Vraiment, elles sont très malléables. Ça, je pense que c'est vraiment un des plus de l'école à la maison. C'est justement une socialisation qui est plus large qu'une socialisation à l'école. Alors, c'est pas tous les jours facile d'être professeur pour 4 enfants. Je crois pas que je saurais le faire pour d'autres enfants. Parce que ce sont les miens. Alors c'est plus facile peut-être, je sais pas. Je me verrais pas donner cours. À la base, je suis pas du tout prof. Mais en fait, ce qu'il y a, c'est que je leur donne pas vraiment cours. J'apprends avec elles. En tout cas, avec les plus grandes, c'est comme ça vraiment que ça se passe, c'est que j'apprends avec elles. Donc, par exemple, on va prendre un manuel de mathématiques. Je me rappelle plus de moi mes maths de secondaire. J'ai oublié avec les années. Je n'ai plus fait de mathématiques. J'ai oublié. Et on prend le manuel et on regarde ensemble. Et donc, je réapprends avec elles en même temps. J'ai clairement amélioré mon orthographe en français, ma grammaire depuis que je leur donne cours. Voilà. En fait, on apprend ensemble. Et finalement, ce rôle de maman-professeur chez nous n'est plus un souci parce que aussi on n'est pas comme à l'école. On ne travaille pas de 9h à 16h tous les jours ou de 8h à 16h et puis on ne travaille pas le week-end. Chez nous, c'est vraiment complètement aléatoire et donc tout moment peut devenir un moment d'apprentissage, peut être un moment où on leur apprend quelque chose ou même parfois ils nous apprennent quelque chose parce qu'ils nous ont appris aussi beaucoup de choses en nous en tant que parents depuis qu'on fait l'école à la maison. Et donc voilà, il n'y a pas vraiment de ce côté professoral. En tout cas, j'ai pas l'impression et elles ne s'en plaignent pas. Peut-être qu'elles n'oseront peut-être pas me le dire. Mais bon, en tout cas, elles ne se plaignent pas du professeur. Voilà, je suis la maman avant tout et en même temps, j'apprends avec elles. C'est vrai qu'avec les 2 plus petites, là, j'ai un peu plus un rôle de professeur vu que je leur explique les choses. Mais c'est surtout passer du temps avec elles sur des matières et en discuter. Et aussi, on passe en dehors du côté vraiment formel, on passe beaucoup de temps à parler de tout et de rien avec nos enfants. Et ce qui fait que les apprentissages passent aussi par là. On est à 500 mètres du camping-car qui est sur le chemin derrière nous et on est arrivé au shelter où on voudrait aller. En fait, on a choisi celui-là parce que il est à côté d'un lac. La rivière, donc ça veut dire qu'il y a les poissons qui passent par ici, ça c'est chouette. Bien là, non? Si on fait un feu, bon, ça va pas réchauffer les enfants. Bah si, feu, ça réchauffe. On va prendre les polars, non. Mais l'important, c'est que les 2 petites aient chaud, donc il faut que
À mon avis, on fasse un bon feu bien flamboyant pour les réchauffer. Mais sinon, ici, elles sont à l'abri du vent. Hein. Ouais, ici, elles sont bien, tu sais. Ah, ma porro. Et il y a une réserve de bois. Sa toilette sèche. Et sa réserve de bois. Pour fendre les bûches. On est bien, là. Il reste plus qu'à aller chercher les enfants. Je vais voir la toilette. Une envie pressante. Voilà, une toilette sèche, toute propre. Ah ouais. Avec, vous devinez ce qu'il y a en dessous. Et la réserve à copeaux. Et ça, je pense, c'est une réserve à copeaux qui est quasiment vide. Hein. Ouais, elle est vide, la réserve à copeaux. On coupera du bois, on fera des petits copeaux. Allez, viens, on va chercher les enfants. Bon, on est bien arrivé là où on voulait. Le shelter, avec les enfants derrière qui sont occupés à mettre en place une cuisine avec toute la chaîne de cuisine. Là-bas, c'est l'endroit pêche. Là-bas, c'est l'endroit informatique. Là, c'est l'endroit cuisine et le reste, on n'a pas encore décidé. Et il pleut et Virginie fait le feu. Sous la pluie. Est-ce que tu penses qu'on va pouvoir manger? Et qu'est-ce qu'on va manger, Virginie? Alors, au menu, pâte au jambon. Et puis pour passer l'après-midi, nous avons des bananes chocolat. Nous avons également des pop-corn. De quoi passer une chouette après-midi et de quoi pêcher. Alors j'espère quand même que le temps va redevenir un peu plus beau pour qu'on puisse pêcher à notre aise et puis que les enfants puissent un peu sortir de la tanière. Une vraie tanière d'ours ici. Par contre, la vue est magnifique, vue sur lac. Et donc, je ne serais pas étonnée de voir un animal sauvage au loin. Donc, je garde toujours espoir de voir un animal. En dehors de Benoît. Ce qui est bien à apprendre à couper du bois, c'est que le bois qui ne sert pas à faire notre feu, on peut le ranger. Donc, nous, tous les petits morceaux excédentaires, on peut les garder pour les autres. Alors, les plus grands défis pour nous dans le futur, ça va être peut-être le jour où les grandes auront fini leurs années de secondaire. On a dans l'objectif avec elles qu'elles passent les examens en Belgique de CESS, qui est le fin de secondaire, donc plusieurs années, quand elles seront prêtes. Et puis là, elles devront réintégrer un circuit si elles veulent faire l'université, si elles veulent faire une autre école ou si elles veulent faire tout à fait autre chose. On est ouvert à tout. CESS est l'équivalent du bac français, donc vraiment la fin des secondaires avant de rentrer dans les autres écoles. Voilà, là, une fois qu'elles auront cet examen en poche, elles devront, entre guillemets, retourner dans un système plus classique. Donc pour elles, évidemment, ce sera un gros changement, mais je pense que le fait d'apprendre à la maison, elles sont beaucoup plus immergées dans ce qu'est vraiment l'école après universitaire ou des hautes écoles. Parce qu'en fait, il faut commencer à apprendre par soi-même. Quand on est à l'université, le prof, il parle, que vous compreniez ou que vous ne compreniez pas, c'est votre problème à vous, ce n'est plus le sien. Et en fait, à l'école à la maison, elles ont déjà appris à se démerder, à essayer de trouver des solutions quand elles ne comprennent pas, à chercher l'information. Et donc, je pense qu'elles seront quand même tout à fait prêtes. Elles auront les armes pour pouvoir aller dans ce nouveau monde que sera pour elles. Mais ça, c'est un peu le gros défi. Pour les plus petites, au fait, Yoko, maintenant que la lecture est quand même bien installée en anglais, c'est toujours en français, ça reste toujours un peu difficile. Donc là, c'est vraiment les défis de cette année, c'est vraiment qu'elle s'améliore encore plus dans la lecture en français. Voilà, pour le reste, on n'est pas pressé. Elle a que 5 ans et en fait, c'est juste elle qui est très demandeuse. Donc
Donc là, cette année, elle a commencé récemment, je dis cette année, mais on n'a pas de début d'année, donc ça n'a pas beaucoup de sens. Mais récemment, elle a commencé la géographie, elle y prend beaucoup de goût, et donc elle me demande quasi tous les jours de faire de la géographie. Donc je pense qu'il y a certaines matières où elle va avancer beaucoup plus vite que ce que dans d'autres qu'elle aurait fait à l'école. Mais par la suite, je sais qu'elle a ces périodes où elle aime faire beaucoup de maths, et donc on refera plus de maths. Donc voilà, elle, c'est beaucoup plus variable. Le gros défi de cette année pour moi, c'est Sue, c'est qu'elle apprenne vraiment les lettres de l'alphabet, si elle est prête à le faire. Parce que pour le moment, elle est aux toutes premières lettres, elle s'est arrêtée à la lettre H, mais en anglais. Et ça reste quand même très compliqué pour elle. Quand on lui pose des questions, elle a l'air d'avoir compris, mais quand elle-même, elle doit dire quelles lettres et quels sons, elle n'y arrive toujours pas. Voilà, maintenant, c'est pas pressé, elle a 3 ans et demi, j'ai le temps, clairement, mais elle me demande toujours de travailler. Donc quand je travaille avec ses grandes sœurs, elle me demande c'est à mon tour de travailler, c'est à mon tour de travailler. Donc c'est un peu difficile pour moi, parce que là, il faut vraiment faire preuve de beaucoup de patience, parce qu'elle se lasse très vite, et en même temps, elle veut travailler. Donc c'est un peu paradoxal. C'est comme le dessin, elle veut dessiner, mais elle veut pas bien tenir son crayon. Elle veut découper au ciseau, mais elle veut pas bien tenir les ciseaux. Donc voilà, ça c'est un peu ce qui est plus compliqué, et je pense que plus les années vont passer, plus finalement notre école à la maison va être de plus en plus smooth. Voilà, et ça l'est déjà de plus en plus, en tout cas avec les grandes maintenant, c'est facile, c'est gai pour moi. Et surtout, ce qui est très chouette, c'est que j'apprends plein de nouvelles choses moi-même, et ça j'adore, parce que dans leur manuel, j'apprends plein de choses que j'avais peut-être vues quand j'étais plus jeune, mais en tout cas j'avais complètement oublié, et donc ça c'est chouette pour moi aussi. C'est gai d'apprendre quel que soit son âge. Voilà, stop pour le moment. Bon, oui, et alors, cette petite sauce blanche qu'elle a avec mes pâtes jambon? Bon, ben, c'est clairement pas les meilleures pâtes au jambon qu'on ait mangées. Ça a été un échec. La sauce n'a pas pris du tout. Et en fait, le fond du récipient, il a brûlé. Il n'y a rien à faire. C'est pas l'idéal. C'est très bien pour chauffer de l'eau, mais pour chauffer de la sauce blanche, c'est vraiment pas bien. Donc, pâte au jambon avec un peu de lait, un peu de jambon, un peu de fromage, mais pas de sauce blanche. Ça reste vachement bon, surtout qu'on a trouvé un petit vin français venant de France. À mon avis, on l'a payé 5 fois le prix. Mais... Ouais. Un JP Chenet Cabernet Syrah, original, provenance Landiras, 67 290, Petersbach en France. Pour bien faire cuire les maïs, en fait, il faut mettre d'abord de la graisse et puis ensuite 2-3 maïs. Comme ça, la poêle elle est à bonne température quand on met tout le sachet. Il ne faut pas mettre tout le sachet, hein, sinon ça va déborder de la casserole. Il faut en mettre une poignée, quoi, 100 grammes à peu près. Et donc là, on attend quoi? On attend que les premiers explosent, et quand les premiers auront explosé, c'est que la poêle est à température. Et comme ça évite que ça brûle dans le fond. Je suis en train de lire une histoire aux filles au calme. Je lis The Very Lonely Firefly. C'est une histoire d'une luciole. Et je crois qu'elles sont en train de passer un bon moment. Oui, oui. Derrière, les 3 plus petites sont occupées et à l'avant, regardez-moi ce qu'on a. On a Virginie. On a oublié le sucre. Pour moi, ce qui était le plus dur de me lancer dans l'école à la maison, c'était beaucoup le regard des autres. Dans ma famille, c'est pas quelque chose qui se faisait, et donc c'était très dur de faire accepter le fait de dire on retire nos enfants de l'école. Et puis alors aussi, ce qui est très dur derrière, c'est que nous, en tant que parents, professeurs, on a un peu cette charge de se dire si nos enfants échouent,
ben, c'est un peu de notre faute. C'est que je ne leur ai pas donné les bons outils pour apprendre. Et donc voilà, ça c'est un peu beaucoup de pression à ce niveau-là. Mais finalement, ça se passe quand même bien et ça s'est quand même bien passé. Et puis quand elles ont passé ici leurs examens au mois de juin de l'année dernière en élèves libres en Belgique, au fait, elles ont passé des examens en avance sur leur âge et elles ont fait des très très beaux résultats. Donc au final, c'était beaucoup de pression peut-être pour rien, mais voilà, et puis c'est normal, je pense que c'est une pression saine, ça me pousse aussi moi à essayer de trouver des nouveaux outils, à essayer de trouver des manuels, à essayer de trouver des choses qui les intéressent, à essayer de finalement qu'elles apprennent facilement et que pour elles ce ne soit pas une corvée, parce que si ça devient une corvée, alors là ça va être source de friction dans la famille et quand on vit 24 heures sur 24 ensemble à 6, il faut qu'il y ait le moins de friction possible, il faut que tout soit le plus smooth possible et donc c'est ce que j'essaye de faire. Et donc typiquement dans le travail, si je vois que, ben voilà, un bel exemple, c'est le latin. Elles avaient commencé le latin parce qu'elles aimaient ça, elles y avaient pris goût. Et puis finalement, au bout d'un moment, donc le manuel, il était super, très bien pour apprendre. C'était un manuel d'immersion. C'est Perlingui, je ne sais plus le nom. Enfin bref, c'était un très bon manuel pour l'immersion en latin. Mais petit à petit, le latin ne les intéressait plus parce qu'en fait, elles se sont rendues compte qu'elles n'en avaient pas besoin dans leur voyage. Elles n'en avaient pas besoin de leur vie de tous les jours. Et elles avaient surtout envie de plus approfondir l'anglais et plus approfondir le japonais qu'elles avaient commencé à apprendre aussi. Et donc ben voilà, je me suis dit, ben, ça ne sert à rien de continuer le latin si elles n'y prennent plus de plaisir, si ça ne les intéresse plus. Ça les avait beaucoup intéressées à l'époque, on avait été en Italie. Elles ont déjà quand même quelques bases en latin. Elles savent où aller chercher l'information pour comprendre le latin, donc ça c'est pas mal. Mais en fait maintenant, comme elles n'ont plus d'attrait pour cette matière, ben, c'est pas grave. On a arrêté le latin, on est passé à d'autres choses et puis voilà, et finalement ça a permis que tout le monde soit content et elles ne sont pas frustrées de faire une matière qui les intéresse vraiment pas. Et je ne dis pas que la porte est complètement fermée, si ça tombe un jour, ça les intéressera à nouveau et on rouvrira les cahiers de latin. Voilà. Mais en tout cas, pour l'instant, c'est vrai qu'elles ont passé toute une période où elles aimaient bien tout ce qui était un peu les dieux romains, les dieux grecs. Elles ont eu toute leur période où elles aimaient bien toute cette matière-là qui maintenant les intéresse beaucoup moins. Et c'est vrai que maintenant qu'on est dans des livres d'histoire en anglais sur tout ce qui est plutôt la peste noire, l'époque médiévale, et ben elles sont beaucoup plus intéressées par ça pour le moment. Et donc évidemment, le latin a moins de lien avec ça pour le moment. Donc voilà, on est passé à une autre matière. On va manger des bananes avec des petits morceaux de chocolat au-dessus. Ça va être délicieux. Alors, sincèrement, c'est très très bon, mais bientôt il n'y en aura plus. Voilà, comment ne pas aimer ce moment-ci, avec le soleil qui revient et cette banane chocolat auprès du feu. Il y a des personnes qui pensent que l'école à la maison, c'est ne rien faire de sa journée et c'est juste laisser les enfants divaguer. Alors, je sais qu'il y a des familles qui prônent vraiment le l'unschooling, où on ne fait rien du tout et on laisse vraiment l'enfant aller à ses intérêts. Mais je pense que même dans ces cas-là, l'enfant il va aller à ses intérêts et puis il va commencer à apprendre aussi. Je pense que l'école à la maison, c'est beaucoup plus de l'apprentissage que ce qu'on croit. On apprend énormément de choses, que ce soit via le formel et surtout via l'informel. Quand on va faire les courses avec des enfants, si vous les avez, vos enfants, tous les jours avec vous, vous faites les courses avec eux, vous faites la lessive avec eux, vous faites les repas avec eux. Et donc il y a déjà tous ces apprentissages de la vie qui se font de manière naturelle et qu'on n'en a pas quand ils vont à l'école, qu'on n'a pas le temps de faire. Et donc oui, en tout cas, nous, notre école à la maison, c'est pas du tout une école de laisser aller, c'est au contraire, nous on essaye vraiment de les pousser vers le haut. On a plutôt cette philosophie-là, les pousser vers le haut, de leur ouvrir leur champ des possibles et que finalement, elles aient un maximum d'outils en main pour le jour où elles quitteront le nid, où elles décideront de faire leur vie de leur côté. Et c'est pour ça aussi qu'on voyage autant, c'est pour aussi leur montrer plein de choses, c'est pour leur ouvrir l'esprit, leur ouvrir sur d'autres cultures, leur montrer des choses voilà, en dehors des livres. Et en même temps, pendant le voyage, elles ont énormément de livres et elles lisent énormément et donc elles apprennent aussi comme ça. En fait, je suis toujours épatée par mes enfants, par leur culture générale, par leur culture littéraire et par tout ce qu'elles savent. Et c'est pour ça que je dis aussi qu'elles nous apprennent
apprennent beaucoup de choses, c'est que parfois quand on voyage, elle dit « Ah, mais tu sais, ça maman, ça fonctionne comme ça » ou « Ça, j'ai lu que ça se faisait comme ça à une époque. » Donc voilà, c'est génial. J'ai pas décidé là. J'arrivais pas à faire des chambres et tout ça. Et donc tu as fait quoi? Un magasin qui ne ressemble pas à un magasin. Un magasin de feuilles. Oh, waouh! J'ai pris des feuilles, des copeaux de boulot et des cailloux. Et c'est un magasin de feuilles, c'est ça? Oui. Ça, c'est les deux chambres. Là, il y a le placard et là, c'est une sorte de salon-véranda avec une porte coulissante. Alors, petit conseil pour les parents qui seraient intéressés de faire l'école à la maison, je vous invite déjà d'abord à regarder la législation de votre pays parce que ça varie quand même très fort d'un pays à l'autre et oui, dans certains pays, on restreint assez. En tout cas, en Belgique, tout le monde a le droit de faire l'école à la maison. C'est une simple demande qui se fait en début d'année. La contrainte, c'est que les enfants aient le même niveau que les élèves en école. Donc, il y a des tests standardisés à 8, 10 ans et puis après les examens CEB, CE1D, CE2D, CESS que les enfants peuvent faire et que là, ça montre qu'ils ont bien les acquis demandés à l'école. Je sais qu'en France, ils sont en train de restreindre, ils ont restreint pas mal l'école à la maison, mais il y a toujours moyen de le faire. Alors, donc, premier conseil, renseignez-vous sur la législation, ce que vous pouvez faire, ce que vous ne pouvez pas faire. Ensuite, pour moi, deux choses à savoir, c'est vraiment quels sont les acquis que les autorités demandent. Parce que nous, en Belgique, nous, on est complètement en élève libre, on n'est pas obligé de passer les examens vu qu'on n'est plus résident belge. Moi, comme je veux qu'elle puisse passer les examens en Belgique, je me renseigne sur quel est le programme belge, quelles sont les attentes. Et une fois que je sais ces attentes, au moment de passer les examens, on se prépare aux attentes de la Belgique. Mais le reste de l'année, on fait ce qu'on veut, on apprend comme on veut. Et moi, évidemment, j'ai envie de vous dire, cherchez des informations, essayez de trouver plein de choses, des nouveaux manuels, parfois des choses qui ne se font pas dans votre pays, mais qui sont dans d'autres pays, qui sont parfois très intéressantes pour les enfants, qui leur permettent d'apprendre aussi plein de choses. Et finalement, il ne faut pas se cantonner à un manuel et surtout, dernier petit conseil, si un manuel, vous vous rendez compte que finalement c'est un peu rébarbatif ou vous n'avez pas envie de l'ouvrir, l'enfant il va entrer dans les pieds, changer de manuel. Ou revenez-y plus tard, c'est que voilà, c'est pas le moment de le faire, c'est qu'il est temps de passer à autre chose. Et les envies des enfants, c'est hyper variable. D'un jour à l'autre, ils vont avoir envie à fond de faire quelque chose. Et pour leur donner envie de faire quelque chose, il faut aussi beaucoup les immerger. Il faut que l'environnement autour leur donne envie de travailler. Si vous, de votre côté, vous êtes plongé sur votre GSM et que vous demandez à votre enfant de travailler à côté, ça va pas marcher. Il faut être aussi là avec eux, il faut leur donner de l'environnement, leur donner plein de ressources, des livres, des documentaires, vraiment leur donner un panel de choses qui vont finalement les intéresser parce que qui n'a pas aimé regarder Les C'est pas sorcier ou ce genre d'émission quand on était jeune. Et voilà, nos filles adorent regarder encore ça. Mais si on ne leur propose pas, comme Il était une fois la vie, si on ne leur propose pas, eh ben, ils ne le savent pas et donc ils ne vont pas chercher. L'enfant de base va s'intéresser à certaines choses, mais parfois il devient paresseux aussi parce qu'il ne sait même pas que ça existe. Donc pas hésiter à fournir du matériel et des choses pour des livres, plein d'informations pour qu'après ils puissent aller piocher ce qui les intéresse. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions par rapport à l'école à la maison, par rapport à autre chose, par rapport à notre vie, par rapport à notre famille, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. On se fera un plaisir d'y répondre, soit directement, soit dans des prochaines vidéos. Si vous ne suivez pas encore sur Instagram, n'hésitez pas à y aller. On a un compte qui grossit. Et sur Instagram, on partage un peu plus en story vraiment ce qu'on fait au day-to-day, voilà, jour le jour. Donc n'hésitez pas à y aller, faire un tour. En attendant, je vous dis à lundi. Prenez soin de vous.